Cette année avec De Zerbi, elle m'a vraiment beaucoup, beaucoup enrichi, mais même d'une manière philosophique. On fait souvent la confusion, je trouve, de penser que le spectacle, ça ne passe que par la multiplication d'occasions de but. Quand Wai il est pas bon, rien à foutre que tu aies acheté 30 millions, que ce soit le jeune, français prometteur, tu mets Mopé. Quand Greenwood commence à t'agacer et qu'il te fait pas les retours défensifs que tu lui demandes, et bah, tu mets, Nadir. Ce projet de 3 ans, c'est Roberto De Zerbi la star, hein. Et le gros coup, c'est Roberto De Zerbi. Salut à tous, bienvenue dans Massilia Zone. Aujourd'hui, un épisode où on va prendre du recul et on va faire le bilan complet de la première saison de Roberto De Zerbi à la tête de l'Olympique de Marseille, voilà, qui les a montés jusqu'en Ligue des Champions. C'était l'objectif annoncé. Avec moi pour décortiquer un peu tout ça, deux habitués des vidéos, Samy et Enzo. Bah, messieurs, bienvenue. Il va falloir s'accrocher parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'il y a eu des fulgurances. Il y a eu des galères, il y a eu des prises de risques de la part de Roberto De Zerbi. Heu, il y a eu aussi, de la stagnation. Cette saison a été vraiment, mouvementée, donc on va revenir sur les moments forts, sur les choix tactiques, sur la gestion du groupe, les résultats et bien sûr, on se demandera, quel bilan finalement dresser de ce premier mandat de Roberto De Zerbi pour ramener, l'OM tout en haut. On va parler foot, on va parler OM, ça régale évidemment. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, à liker puisque ça nous met l'algorithme dans la poche et surtout, de t'abonner aussi à TikTok, Twitter et Instagram. On fait que, augmenter le nombre de likes, on augmente le nombre de followers et ça, c'est grâce à vous aussi et maintenant que la saison est terminée, voilà, on vous remercie, chaleureusement. Et bref, on va pouvoir commencer cette vidéo un peu, récapitulatif, sur Roberto De Zerbi. Alors, c'est un entraîneur qui est venu avec des ambitions, qui vient de Brighton, qui reprend une équipe, bon, très modifiée dans l'effectif, mais qui vient de finir 8e. On est sur un nouveau projet avec, l'avènement de Mehdi Benassia, dans le projet marseillais. Samy, Enzo, c'est quoi qu'est-ce que vous vous dites? À quoi est-ce que vous vous attendez lorsque vous voyez, Roberto De Zerbi, débarquer, sur la Canebière, dans un premier lieu? Bah, moi, quand on me dit Roberto De Zerbi, ça me parle. Évidemment que ça me parle parce que c'est un entraîneur que j'ai suivi, à Sassuolo, au Shakhtar ou même à Brighton et donc pour moi, dans ma tête, c'est le football, total, offensif, chatoyant et je suis vite, entre guillemets, «descendu de mon nuage» parce que certes, finalement, je dirais que cette saison est une «réussite» entre guillemets paradoxale. C'est-à-dire que oui, au final, l'objectif est rempli, on termine deuxième, on est en Ligue des Champions. Mais par contre, c'est vrai qu'on va en revenir, enfin, on va revenir plus dans les détails, mais il y a beaucoup trop de matchs, où je me suis, vraiment ennuyé, où le jeu était, stéréotypé. Donc oui, certes, dernièrement, c'était mieux, le sprint final a été réussi, on a pris plus de plaisir, il y a plus de jeux de football, de buts. Mais globalement, faut pas oublier aussi quand même, le jeu stérile, proposé. Donc oui, première année, réussie sur le plan comptable, mathématique, mais va falloir, pour la suite, bien travailler et être quand même, plus proche du PSG, hein. Mmh. Évidemment, bah, Samy, quand même, c'est Roberto De Zerbi, c'est quand même un coach ambitieux qui arrive avec des éléments de langage en mode voilà, on va donner du plaisir aux gens qui viennent au stade parce qu'au stade, l'année d'avant, c'était un peu compliqué. Voilà, il se décrit comme, fan de foot en premier lieu, donc voilà, il se met directement du côté du supporter de l'OM. Donc finalement, quand tu vois Roberto De Zerbi arriver avec sa com et cetera là-dessus, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu te dis: «On va passer une belle année»? Ce qui est évident, c'est que pour toutes les raisons que tu as citées, c'est un entraîneur qui est arrivé avec un succès d'estime. Mais au-delà de ce succès d'estime-là, il faut pas oublier que bah, c'est quand même un entraîneur jeune, relativement jeune, et qui a encore, à date, mais également quand il est arrivé il y a de cela 10 mois, il avait également tout à prouver. Parce que justement, il a pas encore un peu il a pas encore le CV, il n'a pas encore les lignes sur le CV, sur le palmarès, qui font qu'on peut le considérer comme un entraîneur de la gamme au-dessus. Donc pour moi, la vraie attente que j'avais vis-à-vis de lui, c'est celle-là. Après, il ne faut pas oublier qu'il arrive dans une configuration qui est inédite dans sa carrière. Jusque-là, on l'a répété plusieurs fois, il a entraîné que deux équipes de seconde zone. Là, il entraîne une équipe pour la première fois. Bon, il y a le Shakhtar effectivement, mais c'est encore un cas très très particulier en Ukraine, mais là il entraîne quand même pour la première fois à l'OM une équipe qui joue les premiers rôles. Alors les premiers rôles, là aussi c'est aussi très particulier parce qu'il y a Paris, mais on se comprend quand je dis les premiers rôles. Et donc forcément l'opposition n'est pas la même quand tu es à Sassuolo.
que quand tu es à l'OM. Donc il y a ça aussi qui a nuancé. Et la découverte d'un nouveau championnat, d'un environnement qui n'est pas je vais pas dire qu'il n'est pas le plus sain, mais qui n'est pas le plus calme. Donc pour moi, les turbulences de la saison s'expliquent par tout ça. Comment tu vois la trajectoire globale de la saison? On est resté quand même souvent deuxième. On va évoquer juste après les points négatifs et les points, positifs parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais si on prend encore du plus de recul, il y a eu 2 crises. On est quand même devenu, européen à 1 journée de la fin, ce qui permet d'avoir cette grosse fête contre Rennes. Quelle analyse tu fais globalement de la gestion de Zerbi, bah, tactiquement, humainement, tout au long de la saison, de garder, malgré toutes ces irrégularités dont font partie la crise contre Reims, contre Auxerre et cetera, on est resté deuxième quand même assez souvent, avec des adversaires directs qui étaient pas hyper performants aussi, ça a bien joué pour De Zerbi aussi, je pense. Quel regard tu as là-dessus? Bah, je pense que ce qui lui a permis de garder le cap sur ces périodes de crise que tu cites, c'est qu'en fait, finalement, il avait quand même un projet qui, à mon sens, est beaucoup trop fort et crédible pour que le bateau se noie complètement. C'est-à-dire que le bateau, il peut tanguer, mais quand tu as un Mehdi Benatia, Pablo Longoria, mais notamment Benatia, qui, à chaque période de crise, n'hésitait pas à sortir dans les médias, même si je trouve que il le faisait beaucoup trop selon moi, pour un peu remettre un coup de pression. Finalement, sur le match d'après, les crises duraient jamais très très longtemps. Donc je pense que ça a énormément aidé De Zerbi. Ce soutien-là, on va dire presque involontaire de ses dirigeants et également le talent individuel de ces joueurs, parce que finalement, tu es allé gagner certains matchs que tu ne méritais pas forcément de gagner et qui t'ont permis de prendre les 3 points dans un championnat où, tu l'as dit, les concurrents devaient gérer notamment la Coupe d'Europe et donc ne prenaient pas les points de leur côté. On peut citer Rouli, on l'a dit plusieurs fois, Greenwood, bien sûr. Donc ça a été une grande aide pour lui. La défense aussi, bah, ça l'a pas aidé non plus. En vrai de vrai, son projet, il est fort, mais est-ce qu'il avait assez d'armes, défensives en tout cas? Et on lui ramène à l'hiver, Luis Felipe, qui est pas une vraie arme défensive, donc est-ce que, Merci Lucano, hein. il est victime aussi de ça, non, Roberto De Zerbi? C'est, bah, peut-être un peu le manque de renforts défensifs, que ce soit au mercato estival et hivernal. Ah, Bah, alors si ouais, je vais commencer sur ça. En fait, le truc, c'est que défensivement, comme tu l'as dit Tino, en fait, les joueurs n'étaient pas adaptés pour, jouer de la manière dont, Roberto De Zerbi le veut. C'est-à-dire qu'avec une défense aussi friable et peu talentueuse, tu ne peux pas défendre à 40-50 mètres de tes buts. Parce que sinon tu te fais transpercer sur toutes, les offensives adverses et c'est ce qui a été le cas. Mais après, on peut quand même souligner que Roberto De Zerbi ne s'est jamais renié sur ça, malgré le fait d'avoir, une défense qui le lâche en permanence, faible. Il a toujours, joué, de la sorte, donc ça, c'est Mmh. louable pour moi, hein, selon moi. Mais en fait, le truc, c'est que voilà, le point, on va dire, marquant de Roberto De Zerbi, ou du moins le point qui ne l'a pas aidé cette saison, c'est évidemment la défense. Parce que je pense qu'on est tous d'accord pour il y a beaucoup de matchs et notamment, tu vois, la succession de défaites à l'extérieur où t'en prends 3 au Parc, contre Reims, à Auxerre, à Monaco, où tu es complètement lâché, abandonné par ta défense, qui est cataclysmique, tu vois? Donc ça, faut pas Mmh. l'oublier aussi. Ce qui illustre parfaitement ça, c'est au mercato hivernal où il est déjà dans un secteur en difficulté et quand même, il perd numériquement 2 joueurs valides, physiquement, mais un peu moins pas performants, mais en tout cas qui arrivent à tenir sur pattes, sur un terrain pendant 90 minutes, à savoir Bamo Meïté et Lilian Brassier. Et donc là, on parle quand même de 2 joueurs et il en récupère un seul. Donc déjà, il y a un déficit qui en plus n'est pas valide physiquement. Donc, Mmh. finalement, quand tu vois la première partie de saison de Bamon-Mété, bon, qui joue pas du tout, mais surtout de Brassier, tu te dis que tu peux pas faire pire, que quoi Mmh. qu'il arrive, tu feras mieux au mercato hivernal en remplaçant ces deux noms-là. Et bah même comme ça, tu as réussi à faire pire parce que tu as perdu 2 joueurs valides pour en récupérer un seul qui n'est pas valide. Donc ça, clairement, ça met en relief tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Il a vraiment pas été aidé sur ce secteur défensif.
Mais pourtant, tu fais quand même deuxième. Bon, il est bien aidé par, Rabiot, par des joueurs de grande classe, comme Greenwood, comme, bah, les plus décisifs pour, citer les plus décisifs donc, Maupay, Harit, Højbjerg, qui n'est pas décisif mais qui est hyper important, Rouli et cetera donc il est quand même aidé mais il fait quand même deuxième avec, du bricolage souvent. Lirola, il fait appel à Lirola quand il en a besoin, il hésite pas à faire passer Kondogbia en défense, donc est-ce qu'on peut louer aussi ça chez De Zerbi? C'est sa gestion de la défense, de ne pas avoir été frileux finalement, d'être resté à mais et même de faire confiance à des joueurs comme Garcia, où on disait que c'était un nulard finalement et il le mettait quand même sur le terrain, Enzo. Ah oui, oui, c'est sûr, mais ça, c'est vraiment louable parce que tu peux quand même noter les progressions de certains joueurs sur Roberto De Zerbi, notamment, Amir Mbrouio, qui s'est façonné et qui a vraiment été performant dans ce rôle, on va dire de piston. Même, Garcia, hein, c'était pas gagné, loin de là, mais dans ce rôle justement de central piston, justement, il apportait, offensivement, il se projetait. Donc oui, oui, sur ça, tu et même, par exemple, Luis Enrique, au début de saison, c'était, même, exceptionnel, hein. Dans ce rôle de piston, il s'est révélé. Ça, c'est à noter et c'est à mettre au crédit de Roberto De Zerbi, ces progressions-là. Il a aligné des défenseurs centraux qui n'étaient même pas à leur poste, dont c'est pas le poste d'origine. Donc ça, oui, il faut quand même le souligner et le mettre à son crédit. Mais quand même, il est aidé aussi, et je suis obligé de le rappeler, par une Ligue 1, extrêmement faible, où, il y en a beaucoup qui sont irréguliers, où tout le monde peut battre tout le monde. Donc oui, ça l'a aidé aussi. C'est clair. On a critiqué aussi, un jeu, stérile. Bon, au début, ça va, hein, on cartonne pas mal avec, surtout Greenwood. Moi, j'avais une théorie sur Greenwood, c'est que quand il arrive, évidemment, il y a tout ce qu'on dit sur lui et ses affaires, voilà, à mon avis, il était survolté à faire taire un peu les critiques et on a vu un Greenwood, mais avec du feu dans les jambes sur les premiers matchs et donc on a eu, cette victoire face à Brest où on s'est enflammé, où on a dit, beaucoup de bien du 4-2-3-1 de Roberto De Zerbi. D'ailleurs, Roberto De Zerbi met un point d'orgue, hein, il l'annonce dans sa conférence de presse, d'arrivée. Il dit: «Moi, je veux que mes joueurs assimilent jour 1, mes principes de jeu. Je veux faire jouer les jeunes, voilà, je veux que ce que je transmets aux joueurs soit retranscrit, pardon, sur le terrain» et au début, on va dire que ça fonctionne bien si on se souvient un peu de nos premiers débriefs, notamment contre Brest. Voilà, on avait cette recherche du troisième joueur, les transitions, rapides et cetera. Greenwood, j'ai regardé le résumé, Greenwood qui en va de son doublé, il me semble. Luis Enrique, enfin, vraiment, offensivement, c'était quand même pas mal. Jusqu'à Auxerre où on disait que je me souviens, Samy, on parlait beaucoup de la possession stérile. Je me souviendrai toujours un space qu'on avait fait où tu étais vraiment, enfin, critique et à juste titre contre De Zerbi sur, Coloriage. ouais, sur exactement le coloriage magique. Je me souviens, tu disais que le jeu de Roberto De Zerbi, c'était le coloriage magique et qu'il fallait peut-être pas dépasser, et ça t'ennuyait un peu parce qu'au final, on passait d'une équipe qui semblait avoir assimilé et finalement, bah, un 4-2-3-1 absolument horrible où tu enchaînais 800 passes. C'était contre Angers, il me semble. On fait 800 passes et on met, un but et voilà, c'était un peu, catastrophique. Donc cette première partie de saison, elle est quand même en demi-teinte. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu viens d'énumérer chronologiquement. Tu parles du match de Brest en disant que c'était flamboyant, et effectivement, c'était le premier match de la saison. Mais je pense que le premier match de Brest, l'équipe n'avait pas, enfin le match contre Brest, l'équipe n'avait pas encore assimilé bien la méthode de Verbi et ce qu'il demandait. Donc ils étaient encore dans un mode un peu débridé. Et ensuite, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais courant septembre-octobre, il y a une déclaration qui sort de Merlin qui dit que De Zerbi leur avait dit à ses joueurs qu'il n'avait jamais vu une équipe qui avait assimilé aussi rapidement ses préceptes. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là que l'équipe a commencé un peu à décliner dans le jeu et à être moins flamboyante. Et je pense que c'est justement le fait que contre Brest, tu as une équipe flamboyante, mais parce qu'elle n'a pas encore assimilé ce que le coach demande. Et quelques semaines après, une fois que l'équipe a un peu mieux compris ce qui est demandé par De Zerbi, tu te rends compte que ça va moins bien parce que je pense que lui, dans la transmission de ses idées, il a été un peu trop direct, trop peu abrupt. Et ses joueurs, dans comment ils ont comment dire, interprété ça, ils l'ont trop pris au pied de la lettre. Et donc tu t'es retrouvé finalement avec des séquences sur plusieurs matchs où tu as une possession stérile et tu as une équipe qui semble être tombée dans l'obsession du contrôle. Et quand tu regardes sur le banc de touche, tu vois un entraîneur qui est pas content du tout de ce qu'il voit. Parce que justement, je pense que les joueurs ont très mal interprété ce que le coach demandait. Et comme je le dis, pour moi, c'est l'expression parfaite. Ils ont trop pris au pied de la lettre
ce qui était demandé et c'est pour ça qu'en l'espace de quelques semaines, tu as ces 2 visages-là contre Brest, comme tu l'as très bien dit et contre Angers, contre Strasbourg, contre Auxerre. Au final, ensuite, on a beaucoup redit ça, c'était un élément de langage qui ressortait souvent, c'est l'OM surperforme. Surperforme grâce à Rouli, surperforme, grâce à Greenwood. Moi, j'ai 2 exemples en tête. Heu, c'est, le match contre Lyon où on fait, 5 tirs cadrés, 3 buts, où on a énormément de chance d'ailleurs. C'est pareil contre Nice, donc les 2 matchs sont côte à côte et pareil on tire moins au but que Nice, mais au final on vient à bout de Nice justement et lorsque, bah, les performances de l'équipe se sont aplanies, on a vu le vrai visage de l'équipe de De Zerbi, parce qu'au bout d'un moment si tu es stérile et que tu as plus la chance de ton côté, bah, ça dégringole. Enzo, toi, c'est un peu comme ça que tu l'as vu aussi ou pas? Tu nous avais pas encore rejoint d'ailleurs. Mais c'est ce que Tu j'allais pas été dire. Parfois, ça a été j'avais pas encore rejoint le média comme tu l'as souligné, mais une équipe bien trop, stéréotypée qui prônait, un jeu, stérile et archaïque. Notamment, moi, je l'ai mis souvent ça sur le média, tu vois? Première mi-temps stérile, au bout d'un moment même on avait vanné sur ça, le fait qu'on était le FC stérile. Mais en fait, contre Brest, je pense que c'était plus une équipe entre guillemets, «contre nature». C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas forcément le ballon, la possession, qui dominait outrageusement son adversaire. C'était, on va dire une philosophie un peu plus attentiste, même s'il faut pas l'oublier, on a été mis quand même, extrêmement en difficulté contre Brest, notamment les 20-30 premières minutes. On aurait pu encaisser, 2-3 buts. Mais voilà, je pense qu'en fait, le problème, c'est que l'équipe de Roberto De Zerbi, en fait, c'est une équipe qui apprend sa leçon, du moins sur, ces matchs-là, mais sans plus. C'est-à-dire que tu n'avais pas de dépassement de fonction, tu n'avais pas de créativité, tu n'avais pas de mouvement et en fait, c'était des joueurs, voilà, qui devenaient, caricaturaux et je pense que De Zerbi, en venant à l'OM, il ne cherche pas ça. Du moins ses équipes, auparavant ne l'étaient pas. Mais après, tu parlais des matchs contre Lyon. Faut pas oublier qu'on était à 10 contre 11 quasiment toute la rencontre, donc ceci explique peut-être cela. Après, contre Nice, par contre, tu regardes le contenu, on s'était fait vraiment, dominer, notamment au milieu de terrain avec, un Ndombele qui rayonnait, je me souviens et donc voilà, la victoire n'était absolument pas méritée. Mais contre Brest, en fait, je pense que c'est l'épiphénomène du début de saison, tu vois? mmh. C'est-à-dire que voilà, il vient d'arriver, premier match, il y a la fougue, Greenwood, qui est exceptionnel. Tu sens qu'il y a quelque chose, qui se crée, mais c'était pas non plus, on va dire footballistiquement, très, très flamboyant et où tu dominais outrageusement tes adversaires. Oui, évidemment, il y avait des buts, oui, sur des actions, tu prends du plaisir, mais c'était pas non plus une domination, territoriale et forte. Voilà, c'est ça que je voulais dire. L'adversaire était aussi, comme tu dis, l'adversaire, faut se souvenir de ce Brest-là, En extrême difficulté, oui, tout qui à fait. était en difficulté, qui était encore à l'intersaison, donc c'était, un peu flou. Ils avaient la Ligue des champions à gérer, donc c'est vrai qu'on s'est enflammé très, très vite et ensuite, bah, l'OM a eu quand même, a perdu une fois et ensuite, sur 3 semaines, on a eu 2 défaites qui ont plongé l'Olympique de Marseille dans la crise, Samy. Parce qu'il y a eu, contre le PSG, à la 15e minute, il y a eu, ce fameux carton rouge d'Harit et ensuite, bah, l'OM ne peut pas, rivaliser. La semaine d'après, on se rassure contre Nantes avec un but en solo un peu de Greenwood où on a quand même du mal à voir, ce que veut imposer De Zerbi. Tu as Ensuite, nul tu aussi contre Angers qui fait mal. ouais, oui, c'est vrai, ça c'est juste avant parce que tu as Montpellier-Marseille qui remet un peu, Voilà. du baume au cœur, mais c'est vrai que les supporters n'ont pas oublié ce qui s'était passé, contre Angers, contre Strasbourg et le point de rupture totale de cette première partie de saison, c'est effectivement la défaite à Auxerre, contre Auxerre, au Vélodrome, 3-1. L'OM n'a rien proposé, il y a une déflagration totale, c'est 3-0 en une mi-temps. C'est Brassier en plus qui est pas mal responsable, malheureusement pour lui. Samy, toi, ce tournant de la saison, on finit quand même deuxième à la trêve, il fait un stage à Malmort, il accepte de revenir sur ses principes de jeu, c'est-à-dire de passer à une défense à 5. Comment tu as trouvé la gestion de De Zerbi face à cette crise? Parce qu'il y a eu sa déclaration où il passe un peu pour un fou aussi, genre: «Si c'est moi le problème, je me casse». C'est du De Zerbi, voilà, i comment tu trouves qu'il a géré son groupe à ce moment-là? Est-ce que tu trouves que ça a été bien fait? Bah, déjà, il y a, comme tu as commencé un peu à le présenter, ça veut dire que tu es, début octobre quand tu perds pour la première fois contre Strasbourg. Moi, je me souviens, on l'avait dit à l'époque, tu te dis quand même que bon, c'est une belle équipe en face et que peut-être que ça n'est qu'une erreur de parcours et que finalement, tu es pas non plus là pour gagner tous les matchs. Donc, il y avait pas trop d'interrogations à l'époque. Ensuite, tu as la défaite contre Paris, mais là aussi, c'est la même chose. Tu te dis que de toute façon, chaque année, tu perds contre Paris, que de toute façon, tu as joué à 10.
Donc finalement, tu es sur 2 défaites où tu as pas trop de conclusions à en tirer. Pour moi, le vrai tournant, comme tu l'as dit, c'est Auxerre. Parce qu'Auxerre, c'est pour moi la prise de conscience, notamment de la part de 2 amis, mais je pense de tout le monde, que, finalement, ce qui s'était passé contre Strasbourg et Paris, c'était pas qu'un épiphénomène et qu'il y avait un réel problème. Et derrière, il y a ce fameux stage à Malmort où il décide de revoir son plan, il décide de repasser à 3, il saute sur l'opportunité de récupérer Rongier pour l'intégrer dans le 11, apporter un peu plus d'équilibre au milieu de terrain et notamment dans les duels où on était un peu souffrant. Et donc derrière, ça se réenclenche très très bien avec la victoire à Lens à Bollaert. C'est un match qui avait même plutôt mal commencé et ça te permet d'insuffler une belle dynamique. Donc je pense qu'il a réussi à récupérer sur ce stage à Malmort son groupe d'un point de vue mental parce que ça aurait pu très mal tourner à ce moment-là. Et surtout d'un point de vue d'un point de vue tactique parce que finalement à partir du match à Bollaert, tu as vraiment un OM qui ressemble vraiment à celui de Zerbi. Donc finalement, quand tu gagnes les matchs derrière, tu te dis que tu es dans le vrai parce que tu es sur des victoires qui ressemblent à leur entraîneur. Alors Mmh. qu'avant ça, tu avais gagné pas mal de matchs parce que tu étais sur le podium, mais on l'a très bien dit au début, quand tu gagnes contre Brest, bah, comme tu as dit Enzo, tu pas sur du 2 Zerbi, tu es sur de la transition. Quand tu gagnes contre Lens, pareil, tu subis et tu marques sur tes deux occasions, deux, trois occasions. Là, finalement, pour la première fois de la saison, courant mois de novembre, tu commences à être dans le vrai et c'est ce qui a fait que tu as pu enchaîner les résultats. Je viens de la rue, je n'arrive pas à insuffler aussi, ce truc à mon équipe à domicile. On a eu ces choses-là. En fait, dans la prise de décision, De Zerbi, tu as l'impression dans son coaching, il est tout le temps aux extrêmes et j'ai l'impression, je me suis noté ça aussi en préparant la vidéo. Est-ce qu'on n'aurait pas un coach, de par son profil, là on parle, vraiment de profil, qui est vraiment l'un des plus OM compatibles qu'on ait presque jamais eu? Je me suis même dit qu'il était presque plus OM compatible que Igor Tudor dans sa folie, en fait. Les 2 sont des cas, psychologiques, qu'il faudrait étudier, hein. Il faut faire la psychanalyse de ces 2 personnes. Mais De Zerbi, il y a eu beaucoup de déclarations. Je pense qu'on peut retenir beaucoup de déclarations de Deserbi, dont celle dont on est en train de parler, puisque chronologiquement, ça intervient à ce moment-là, qu'on peut retenir et dire que ce mec-là est totalement compatible avec l'OM. Qu'est-ce que tu en penses, Enzo, ces petits apartés, heu, Psychologique. psychologiques? Ouais, ouais. Non, bah, après, c'est vrai que quand tu regardes ses déclarations, tu te dis que ce mec est totalement timbré, c'est un fou, c'est un allumé et finalement il correspond bien avec, à l'Olympique de Marseille. Et en plus, ça Après il y marche. avait oui, ça fonctionne. Après il y avait El Loco aussi qui était pas mal dans son genre, mais en fait De Zerbi, tu vois, il l'a prouvé lors, de son stage justement à Malmort, qu'en fait il savait aussi, bah, se réinventer. Je dirais pas se renier parce que finalement, comme l'a dit Samy et c'est vrai, c'est une équipe, qui lui ressemblait davantage, mais il a prouvé justement qu'il pouvait changer et qu'il pouvait justement aussi, s'adapter à la Ligue 1. Et en fait, je pense que ça a été peut-être un peu, sous-estimé ça, mais tu vois, tu as ce cliché, du fait que la Ligue 1 soit un championnat, on va dire uniquement, de bouchers, faible techniquement. Oui, c'est pas moi qui vais dire le contraire parce que je l'ai vraiment tabassé cette année, cette Ligue 1 qui était faible. Mais par contre, c'est compliqué pour un entraîneur comme De Zerbi qui n'a pas l'habitude d'affronter des blocs aussi bas. Parce que si tu regardes bien, que ce soit en Première Ligue ou même, en Italie, lorsqu'il affrontait les gros, on va dire, ne refusaient pas forcément le jeu. Même en première ligue, c'est-à-dire que le 20e ou le dernier va venir avec quelques intentions. Alors que là, quand par exemple tu affrontes, un Angers au Vélodrome et que tu fais un but partout, Angers, c'est bloc bas regroupé à 10 derrière et ils viennent, limite pour jouer le 0-0 et ça, c'est vraiment pas évident pour un entraîneur, comme De Zerbi qui n'avait pas forcément l'habitude de championnat. Donc, forcément, il y a un temps d'adaptation. Mais après, oui, c'est quelqu'un, qui sait, justement, se rénover, qui a cette folie-là, donc qui est compatible avec l'Olympique de Marseille et qui lui-même, l'a dit, lors, bon là, chronologiquement, on s'éloigne un peu, mais lors, de la dernière conférence de presse, il a dit: «C'est la première fois que je ne prends pas, entre guillemets, réellement de plaisir, devant d'une de mes équipes. D'habitude, ça joue mieux au football». Donc lui-même Mmh. est conscient que cette année, tout n'a pas été parfait, tu vois? De Zerbi a été aussi un peu victime d'une sorte, je vais pas dire ingérence parce que le mot est fort, mais on a Brassier qui est souvent responsable. On a Wai, qui n'est pas efficace, donc il est obligé de mettre Mopé. Bon, ça fonctionne heureusement. Et il y a Koné qui rend pas satisfaction aussi et malheureusement, en fait, il y a une su j'ai je pense qu'il y a une succession d'événements assez malheureux, dont font partie aussi la blessure de Carboni pour, Roberto De Zerbi, dont fait partie aussi le carton rouge d'Harit, à la 15e minute,
contre le PSG et tout ça mis bout à bout, je pense que Roberto De Zerbi a été indirectement aussi victime, de ces choses-là et n'avait pas forcément de mainmise sur ces choses-là et a remis la main justement avec ce stage à Malmort. C'est pour ça que j'ai apprécié sa gestion. Samy, je me tourne vers toi. Heu, Sa gestion de l'effectif, notamment des jeunes, on a souvent vu que Roberto De Zerbi, moi j'ai trouvé que c'était un point énormément, positif quand j'ai essayé de me prendre du recul. C'est quand Wai il est pas bon, rien à foutre que tu aies acheté 30 millions. Que ce soit le jeune, français prometteur, tu mets Mopé, parce que Mopé te donne plus de garanties. Quand Greenwood commence à t'agacer et qu'il te fait pas les retours défensifs que tu lui demandes, et bah, tu mets, Nadir. Pas de statut, personne n'est irremplaçable. Ça t'a plu de voir que rien n'était fixe? Ouais, énormément. Bah, je crois que j'en avais parlé avec toi il y a pas très longtemps, sur Mmh, une précédente vidéo. Moi, j'ai vraiment aimé ça, ce côté un peu dans la gestion de ces joueurs, montagne russe. C'est-à-dire qu'un joueur pouvait passer du banc à la lumière en l'espace de quelques jours. T'as par exemple Nadir, à un moment de la saison, Nadir il prend une importance dans la saison où il enchaîne les titularisations, et puis du jour au lendemain, tu le revois plus. Pareil pour Ro, pendant un long moment, on pensait qu'il était disparu et qu'on n'allait pas le récupérer. Et puis là, tu te rends compte que sur la fin de saison, il a récupéré un rôle de titulaire important. Pareil pour un Mopé, comme tu l'as dit, Tino, Wai n'est plus performant, je vais utiliser Mopé. Mopé, il a atteint son plafond. Mopé, je le mets de côté, je l'utilise plus. Je mets Guri. J'ai aimé cette façon de gérer son collectif dans ses grandes largesses, en ne se privant de rien et en faisant un peu au cas par cas, au jour le jour. Quand un tel est bon, je le fais enchaîner. S'il n'y arrive plus, je m'en passe pendant plusieurs semaines. S'il faut le remettre, bah, je le remettrai. J'ai aimé ce côté, ouais, je trouve, moi j'appelle ça ce côté montagne russe dans la gestion, une rotation très, très fine de son effectif et qui lui a permis en fait finalement chronologiquement concerner tout le monde. Et je pense que c'était pas évident dans une saison où tu as un match par semaine et que tu vas jouer moins de 40 matchs, c'est pas évident de concerner tout le monde. Et lui, il a réussi ça amplement. Et je pense que on n'en parle pas assez, mais c'est vraiment la clé de la réussite de sa saison, de cette utilisation de son effectif dans les grandes largesses. Ce projet de 3 ans, c'est Roberto De Zerbi la star, hein, finalement, mmh. tu vois? Oui, oui, c'est vrai. C'est lui le premier que tu ramènes. Son équipe va être façonnée donc, à sa manière, tu me diras comme, tout coach qui arrive dans un club, mais le gros coup, c'est Roberto De Zerbi. C'est l'OM de Zerbi, tu vois? Mmh, C'est mmh. ça aussi. Exact. C'est vrai. Il y a eu sa gestion des crises aussi que j'ai trouvé, on a parlé de la première crise, contre Auxerre, il y a eu le stage à Malmort. Ensuite, il y a eu la crise, Longoria puis Reims. Donc pour parler de Longoria, RDZ a soutenu, il a souvent parlé des arbitres cette saison. Il a arrêté juste après ça. Il a dit qu'il soutenait Longoria, qu'effectivement il y avait des problèmes, notamment au niveau de la gestion, au-dessus dans la hiérarchie supérieure, des instances arbitrales, françaises. Il a soutenu son président et il a essayé de calmer aussi les choses. Ensuite, il y a eu le problème face à Reims, donc après la défaite, 3-1 contre le pire Reims, de la décennie, même celui en Ligue 2 était meilleur. Celui, donc après il y a eu cette fameuse, conférence de presse où il réagit à la polémique de la «mutinerie des joueurs», entre guillemets, mutinerie, hein, je mets ça entre guillemets, puisque au final on n'est pas certain de ce qui s'est vraiment passé et lui arrive et il dit, «Écoutez, moi si je suis allé à l'Olympique de Marseille, c'est pour des choses comme ça. Je suis très content d'être ici parce que j'adore, les polémiques». Au final, c'est un peu un taureau Roberto De Zerbi, Samy, parce qu'il prend les polémiques à bras-le-corps et il fait pas de la langue de bois. Il confronte directement les gens, il prend les infos, telles qu'elles sont sorties et il dément, il dit: «Ça, c'est pas vrai, ça, je suis blessé» et cetera. Et moi, personnellement, j'ai vraiment bien aimé, bah, sa manière d'être cash comme ça, de au final, c'est très humain sa gestion et quand tu es honnête et quand tu es humain, je trouve que ça passe souvent, mieux et voilà, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi, j'ai kiffé, ce côté-là de Roberto De Zerbi. Effectivement, j'ai aussi aimé ce côté, je me braque pas en fait à la moindre critique, à la moindre, crise. Alors c'est un écorché vif, hein, donc ça se voyait qu'il le prenait très mal et notamment cette histoire avec, la mutinerie après Reims. Mais sa manière de le prendre, bah, ça lui donne un côté sympathique qu'on n'aurait peut-être pas forcément eu si il le prenait très mal et s'il se braquait et qu'il arrivait en conférence de presse en insultant tout le monde ou en faisant des sous-entendus. On a l'impression que toutes ces crises-là, elles le touchent, mais qu'il préfère le prendre qu'il préfère en rire qu'on pleurer.
Non, mais c'est en fait, Roberto De Zerbi, c'est un DZ finalement, tu vois? Non, non, mais en gros, il a un caractère, il a le sang chaud et en fait, il hésite pas à dire, à ses joueurs quand ça va pas et avoir un peu une relation, tu vois, un peu semi-toxique ou semi, mais à la fin, tu vois, authentique et finalement l'authenticité prime, tu vois? La qualité de jeu proposée. Est-ce que toi, t'attendais plus de Roberto De Zerbi peut-être? Surtout sur la 2e partie de saison, je trouve que c'était une période assez frustrante. Est-ce que tu restes quand même sur ta fin, Samy? Non, ça serait assez sévère et puis avant même de parler de la seconde partie de saison, il faut pas oublier, parce que on n'en a pas beaucoup parlé depuis le début de la vidéo, il faut pas oublier il y a une période qui part de novembre à fin janvier, qui est vraiment très très bonne hein, dans le contenu et dans le spectacle. On est vraiment sur une patte de Zarbi avec des sorties courtes de derrière, des troisième hommes dans l'espace, des occasions qui vraiment transpirent l'identité de jeu de Roberto De Zerbi. Donc je pense que ça, c'est quand même 2 mois où on a pris énormément de plaisir et c'est à ne pas passer sous silence. Pardon. Après, tu as effectivement cette deuxième partie de saison. Mais moi très honnêtement, après, c'est subjectif et ça n'engage que moi. Mais moi, cette année, je me suis vraiment beaucoup enrichi auprès de rien du tout, hein, moi je suis dans mon salon, mais cette année avec De Zerbi, elle m'a vraiment beaucoup enrichi, mais même d'une manière philosophique, parce que on fait souvent la confusion, je trouve, de penser que le spectacle, ça ne passe que par la multiplication d'occasions de but. Et cette saison, on a beaucoup reproché à Roberto De Zerbi et à son équipe de ne pas se procurer assez d'occasions. Mais quand on regarde bien, l'OM est l'équipe de Ligue 1 qui convertit le plus ses grosses occasions et qui est même devant Paris. Et finalement, je me suis dit à un moment dans la saison, finalement, Roberto De Zerbi, il n'est pas là pour enchaîner les occasions, il est là pour choisir ses occasions. Et est-ce que finalement, le vrai spectacle et la vraie émotion du beau jeu, ça ne passe pas par la conversion des occasions que tu as toi-même choisies, ou est-ce que ça passe par juste un dénombrage d'occasions qui ne vont même pas être concrétisées au final, alors que cet OM-là concrétise énormément ses occasions, tu as battu ton record de but. Donc moi, comme je l'ai dit, philosophiquement, ça m'a vraiment beaucoup enrichi et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Alors après, c'est par séquence, mais je pense que ça, c'est inhérent à son jeu et à l'opposition en Ligue 1. Mais je pense vraiment qu'on devrait mener une réflexion là-dessus et on va peut-être en parler un peu plus tard. Je pense que ce côté choisir ses occasions, c'est peut-être le meilleur compromis quant à les ambitions de l'OM, à savoir commencer à faire des beaux parcours sur le plan européen et peut-être gagner tes trophées. C'est-à-dire avoir ce pragmatisme dans tes ambitions offensives, avoir ce pragmatisme pour te dire je vais pas totalement me découvrir parce que j'ai quand même un match à gagner, mais quand il y aura le momentum pour briller, quand il y aura le momentum pour mettre les buts, je vais les mettre et surtout je vais les mettre avec la manière. Mmh. J'aurai pas une liste d'occasions longue comme le bras, mais à la fin de la saison, quand on va faire l'inventaire de tous les buts que j'ai marqués, on va se rendre compte qu'il y a des très beaux buts. Et moi, ça me plaît beaucoup ce côté-là. Bah, on a vu des buts, ouais, comme tu as dit, bah, philosophiquement, c'est incroyable parce que t'attends le bon moment et là, bam, tu frappes, tu vois? Au lieu de je vais pas dire bourrin parce que ce serait un manque de respect pour, Tudor. Parce que finalement, j'ai l'impression que tu m'as un peu opposé le tudorisme et le dezerbisme. Bah, Parce que ah, Tudor, c'était pas brouillon, mais c'était beaucoup de d'allant, tu vois? Beaucoup d'envie. en fait, tu prends tout, tu t'emportes tout sur ton passage et tu ne choisis pas, tu n'hésites pas. Avec Mmh, deux arbitres, tu es peut-être un peu plus dans la réflexion et tu cherches justement le bon moment pour frapper. Mais tu mmh. sais, et après, on l'a dit en début de vidéo, tu es aidé par ton talent individuel. Tu sais que quand tu vas devoir frapper, tu vas le faire et plutôt très bien. Donc, ouais, il y a un peu une opposition entre les deux. Ouais, je vois, mais, est-ce que tu peux me définir un moment, un point de bascule? Parce que, il y a eu quand même les 2 matchs contre Strasbourg et contre Nice où tu as eu l'impression, bah, de pas pouvoir, rivaliser, surtout contre Nice. C'était quand même compliqué avec la défaite 2-0 et Brassier qui sort une disaster class et qui est exfiltré juste après à Alcatraz. Ensuite, tu as quand même, 3-2 contre Lyon qui est pas mal, tu vois? Tu as l'ambiance, tu as le wesh alors et cetera. Enfin, on se souvient d'une belle soirée, quand même. Tu vas gagner 2-0 à Angers, Saint-Étienne, donc contexte plutôt favorable et tu as, cette fameuse défaite à au Auxerre 3-0 qui est un peu bizarre, en fait, parce que tu avais l'air sur une bonne dynamique, mais est-ce que ça viendrait pas confirmer les difficultés de l'équipe de Roberto De Zerbi? Est-ce que pour toi, c'est le vrai
moment de bascule et Samy hésite pas, comme je t'ai dit, à parce que pour moi, c'est le moment de bascule. C'est le moment où tu te dis: «Bah, à l'extérieur, j'ai des joueurs, complètement, empruntés, je ne sais quelle difficulté, mais en plus, c'est le soir de la crise Longoria et à mon sens, la crise de Longoria y est pour beaucoup, dans ce qui se passe ensuite, pour l'OM avec la défaite contre Lens à domicile. Je pense que les joueurs mentalement commençaient à accuser le coup par rapport à ça. Mais en tout cas, Enzo, je t'écoute, sur ce point de rupture en 2e partie de saison. Ouais, juste avant de répondre à ta question, je vais rebondir sur ce qu'a dit Samy, parce que j'avais déjà eu, je pense, le débat avec lui. En fait, quand il te dit choisir et ne pas créer les occasions, enfin, ou du moins les choisir. En fait, les stats parlent pour lui, je vois ce qu'il veut dire et finalement la saison lui donne raison. Mais en fait, moi, pour répondre à la question, est-ce que j'ai quand même un petit sentiment, peut-être que je tatillonne et cetera, mais de frustration cette saison? Parce qu'en fait, moi, footballistiquement, je m'attendais à autre chose. Parce que moi, j'ai une philosophie, voilà, moi, je prends du plaisir devant l'Homme du Tudor, même cette saison, bon après, on n'est pas le Barça de Flick, mais tu vois ce que je veux dire? Ce genre d'équipe. Mmh. En fait, Roberto De Zerbi, moi, ce que je lui reproche vraiment, en fait, c'est quand même, une stérilité qui était quand même, relativement criante quand même. Parce que c'est vrai que ces derniers matchs ont tendance à nous faire oublier cela, parce que c'est vrai que sur les dernières rencontres, ça jouait vraiment bien. Tu avais des occasions, tu t'en créais, tu marquais, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de rencontres où, tu t'ennuyais, où, tu vois, c'était stéréotypé, où tu avais le Mmh. ballon, mais tu avais aucune créativité, tu avais pas de mouvement, tu avais pas de joueurs, justement, qui permutaient. Et donc, en fait, je pense que peut-être que Roberto De Zerbi a finalement limité la casse sur cette saison et qu'après, avec un recrutement XXL, notamment en défense, il sera capable de produire un bien meilleur football. Pour illustrer ce que tu disais par rapport au jeu stéréotypé, c'est, Højbjerg qui est, le joueur avec le plus de passes, réussies, du championnat. Donc si tu réussis autant de passes, ça veut dire que tu as un Oui, il y a beaucoup ratio de passes vers énorme et c'est l'arrière. parce que tu non, même pas, c'est que tu les répètes. C'était Oui, surtout, des passes, oui, vers l'arrière, latérales et cetera. Mais en tout cas, en attendant le décalage et c'est là où effectivement tu peux te dire, on se faisait un peu chier dans l'attente de ce décalage. bah, non, mais Ce qui s'est un c'est peu clairement estompé ça. quand même. C'est clairement ça, parce qu'en fait, à un moment donné, tu avais une multiplication de passes latérales. Si tu te souviens bien, contre Nantes, tu as parlé, tu as évoqué du match contre Nantes, on gagne 2-0, mais globalement, on s'ennuie, la plus grande partie du match. Tu es encore sauvé par, tes individualités et en fait, c'est ça que je disais moi, par rapport, à Roberto Zerbi, hormis les derniers matchs, mais tu es obligé de compter, mais globalement, cette saison, en fait, tu as été sauvé par des individualités, par un Greenwood, par un Gouiri qui surperforme depuis qu'il est arrivé. On en a encore pas parlé, quoi, tu vois? C'est au bout de 50 minutes, c'est l'occasion. Mais en gros, ce que je veux te dire, c'est que voilà, c'est plus, on va dire, basé sur des individualités de base. Mais oui, collectivement, après, par séquence, tu as quand même pris du plaisir. Mais moi, j'aimerais, en tant qu'amateur de football, en prendre encore plus, tu vois? Mais on Ouais, peut mais tous progresser, on a tous un axe de progression, quoi, tu vois? bien sûr, mais Roberto De Zerbi, il s'est heurté aussi à cette problématique des blocs bas. C'était Mmh. en 2e partie de saison, Samy, tu te souviens, on disait: «Mais comment faire face à ces blocs bas?» Enfin, je pense que si et ça fait partie est-ce qu'il s'est bien de la problématique, est-ce qu'il s'est bien adapté au championnat français? Est-ce qu'il s'est bien adapté au fait d'être une équipe, qu'on attend un peu, d'être à la tête d'une équipe qu'on attend plus? Et bah, ça, c'était une problématique parce que tu pouvais remettre en question Roberto De Zerbi là-dessus. Moi, ce que je me dis finalement, là, comment faire face au bloc bas? Bah, je me demande si la solution, c'est pas ce que nous, on appelle la stérilité. Finalement, est-ce que ce que nous, on appelle la possession stérile, est-ce que finalement, ça n'est pas juste une étape du processus qui va consister à ce qu'à un moment dans le match, tout à l'heure, j'avais utilisé le terme momentum, tu vas avoir un momentum où bah, tu vas avoir l'occasion pour faire mal. Parce qu'il y a énormément de matchs cette saison. Je me rappelle du match contre Angers, là-bas, à l'extérieur, qu'on gagne, où tu es vraiment sur un faux rythme, où tu es sur ce qu'on appelle la possession stérile. Mais en fait, tu sens que c'est choisi en fait. Tu sens que c'est volontaire et que tu cherches à épuiser l'adversaire à travers cette possession stérile, limite à endormir l'adversaire, à le faire tourner, à le faire courir. Et que je crois que le match il se décante à la 70e. Et finalement, tu gagnes 2-0. Et que finalement, à un moment, il y aura le momentum. Et quand l'adversaire sera fatigué et qu'il n'aura pas l'énergie pour faire la course, pour venir compenser ou pour venir cadrer ton piston ou ton ailier, c'est à ce moment-là que tu vas profiter de l'espace qu'il va te laisser pour faire mal. Et ça, bah, sans la possession stérile, tu ne l'aurais pas eu. Donc je pense que finalement, ce qu'on appelle nous la possession stérile, on le fait peut-être un peu à tort, moi le premier, et que finalement la possession stérile, c'est normal, ça doit exister, et ça fait partie du processus. Il y a une semaine, Keshta en première mi-temps,
le nombre de courses qu'il doit faire pour il est dans une position intérieure, il doit faire une distance qui est folle pour venir cadrer, Ulysse Garcia et ça, à l'échelle de 90 minutes, de venir à l'intérieur et de venir cadrer ton piston qui est sur la largeur, à l'échelle de 90 minutes, tu finis par avoir les jambes lourdes et tu fais plus l'effort. Et c'est Mmh. justement quand tu feras plus l'effort que l'OM doit profiter de ce moment-là pour venir percer l'espace. Et ça, je pense qu'on l'a fait. Et je pense qu'il faut que vraiment on prenne un peu plus de recul sur ce qu'on appelle la stérilité. Enzo, un mot peut-être sur la saison de De Zerbi, Samy n'hésite pas à enchaîner direct aussi. Oui, oui, un mot sur la saison de Zerbi. Donc, oui, comme je disais dans l'introduction, réussite paradoxale. En fait, je parle paradoxal par rapport finalement peut-être aux attentes. Parce que oui, je sais, c'est l'Olympique de Marseille, je sais que c'est le club qui veut ça, la philosophie, de ce club et cetera. Mais lorsque Roberto De Zerbi vient et que tu fais ce recrutement-là, tu pensais pas quand même terminer à 19 points du PSG, tu vois? C'est ça que je veux te dire. Mmh. Après oui, tu aurais pu sécuriser, la deuxième place bien avant. Tu aurais pu être deuxième e avant, du moins la dernière journée. Au final, tu termines 4 points, devant Monaco. Donc oui, pour une première re saison, d'un projet de 3 ans, tu retrouves la Ligue des champions. Tu as quand même, on avait peur de ne pas avoir des certitudes pour l'année prochaine, mais finalement sur ce que tu produis et ce que tu proposes, ces derniers matchs, tu en as, finalement. Tant, dans les joueurs que dans les jeux, dans les préceptes. Et donc oui, c'est une saison, quoi qu'on en dise, réussie. Après sur ce que disait Samy, c'est vrai. C'est parce qu'en fait dans le football, c'est comme ça, c'est quand bien même tu as le ballon, nous en tant que spectateurs, on a l'impression entre guillemets que ça sert à rien, qu'il ne se passe rien, mais les joueurs courent après, ça peut fatiguer, ça peut générer de la frustration et après tu vois, ils peuvent, parce qu'il y a beaucoup quand même parfois tu vois, des séquences où finalement, tu pousses l'adversaire à la faute et c'est un petit peu ça. Parce qu'à force que l'adversaire, court fasse un nombre de courses incalculable. Samy a parlé de Yacine Keshta contre nous. C'est waouh! C'est vrai Mmh. que la partie du terrain qu'il devait couvrir, il multipliait les courses tant devant que derrière. Tu peux pas tenir 90 minutes sur la durée comme ça. Donc oui, peut-être qu'il faut prendre son mal en patience, en fait, finalement. Patience. Je pense que pour une première partie de enfin, pour une première saison, c'est réussi. Et après, peut-être que finalement, on verra du meilleur football par la suite. Moi, je dirais pas que c'est paradoxal. Je pense que c'est une réussite qui est méritée. Enfin, je pense pas que tu voulais dire qu'elle n'était pas méritée, mais je veux dire que c'est une réussite qui en fait, au fil de la saison, finalement, est logique parce que Logique, ouais, voilà, c'est ça. tout ce que tu as cherché durant la saison, tu as fini par le trouver à la fin. Et moi, je pense que ce que tu as cherché durant la saison, c'est une forme de maturité dans ton jeu et surtout d'acquis en vue des saisons prochaines. Et ça fera peut-être le lien avec, avec le mercato. Mais tu as aujourd'hui une équipe qui a des acquis et qui, la saison prochaine en Ligue des Champions, pourra capitaliser sur ces acquis-là. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on est l'Olympique de Marseille et qu'on a vécu les 4 dernières saisons qu'on a vécues, avoir un acquis en fin de saison pour la saison prochaine, pour la saison d'après, c'est un luxe qu'on ne doit pas bouder et qu'on ne doit pas sous-estimer. Mmh. Et pour moi, le seul enjeu de cette saison, c'était ça. Il y a l'enjeu comptable, bien sûr, il y a la qualification en Ligue des Champions, mais vraiment, l'enjeu de cette saison, c'était vraiment de développer des acquis, une identité, des certitudes. Et tous ces mots-là, c'était des mots qui étaient inconnus pour nous avant cette saison, parce que à chaque fois qu'on faisait une saison, bah, tous ces mots-là, on les retrouvait pas sur le début de la saison d'après. Aujourd'hui, on les a, et je trouve que c'est quand même quelque chose de formidable. Quels axes, d'amélioration tu vois? Et est-ce que pour toi le Roberto De Zerbi est l'homme de la situation pour l'année prochaine? Bah, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est l'homme de la situation parce qu'aujourd'hui, hem, par exemple, moi, dans l'absolu, je préfère et je préférerais toujours, les idées de jeu d'un Igor Tudor, mais peut-être que pour faire des résultats en coupe d'Europe ou contre les gros, en championnat, à la longue, peut-être que tu as besoin de mettre un peu plus de pragmatisme dans ta folie, dans tes velléités offensives, et je pense que De Zerbi a beaucoup plus, cette idée du pragmatisme qu'un Igor Tudor. Et donc Mmh. finalement, oui, si tu veux faire des parcours européens et éliminer des gros, c'est peut-être ce pragmatisme-là qui va te servir, parce qu'à un moment, tu auras la lucidité et le pragmatisme de te dire, je vais peut-être un peu m'adapter, à être un peu plus attentiste, et puis je ferai mal un peu plus tard dans le match.
Un match de foot, c'est des séquences et des momentum. Donc par rapport à ça, moi je pense que c'est l'homme de la situation. Après, les axes de progression, il y en a énormément. C'est un entraîneur jeune qui doit encore faire ses preuves à l'OM. En Coupe d'Europe, parce que pour l'instant on l'a pas encore vu, mais on va pas se mentir, très honnêtement, les axes de progression ils passeront finalement énormément par le mercato, et il va être conditionné par les joueurs que tu vas faire arriver. Je trouve que le diagnostic, pour l'instant, il est plutôt bon dans l'idée de se dire qu'on va ramener des joueurs qui vont chercher beaucoup plus le 1 contre 1, notamment sur les ailes, parce que je l'ai dit plusieurs fois, l'OM de Roberto De Zerbi, c'est un OM qui se confronte énormément à la densité axiale des équipes adverses, et finalement, les seuls endroits du terrain où tu as un peu d'espace, c'est les ailes. Et donc, tu dois être capable de mettre tes joueurs, tes ailiers ou tes pistons ou tes latéraux ou ce qu'on veut dans une position de 1 contre 1 pour que eux aillent faire la différence. Donc, je pense que l'axe de progression il est dans cette zone du terrain. Oui, oui, le même constat. Qui peut dire à l'heure actuelle que Roberto De Zerbi, ne serait pas l'homme de la situation? Évidemment que c'est l'homme de la situation, l'homme fort du projet sur 3 ans et évidemment qu'avec, un mercato, total et notamment, dans le secteur défensif, l'équipe, sera plus performante et peut-être plus agréable à voir. Mais là où moi, par exemple, en fait, j'ai plus, on va dire, pas forcément d'inquiétude, mais face à des gros en Ligue des Champions ou même dans le championnat, je m'inquiète pas forcément parce que je sais qu'à l'image de ce qu'on a fait contre Lille et encore contre Lille, c'était une domination, totale parce que c'était un Lille recroquevillé qui n'attaquait pas, qui ne produisait rien. Mais en fait, on a vu face à des équipes, joueuses avec des intentions et on l'a répété sur cette chaîne et tout le monde est en accord pour dire cela, que l'Olympique de Marseille avait plus de facilité parce que justement, Roberto De Zerbi arrivait à se servir, tu vois, de ce pressing pour justement l'aspirer et faire, des ressorties de balles. C'est pour ça notamment qu'il aligne Garcia dans ce poste-là, avec Murillo et cetera, mettre de la vitesse dans les transmissions. Mais face aux gros, face à des équipes joueuses, c'est à l'image de finalement ces clubs qu'on voyait, en première ligue ou même, en Serie A. C'est-à-dire que son Brighton, jouait contre des équipes qui ne refusaient aucunement le jeu et du coup, paraissaient plus spectaculaires. Mais face à des blocs bas, tu as aussi en fait ce sentiment de stérilité parce que justement tu es une équipe qui reste, dans son camp, qui défend dans ses 30 mètres et qui ne produit, rien. Et ça part de là en fait finalement. Et pour moi, le principal axe de progression, et on l'a vu notamment, lors des derniers matchs face à des blocs bas, ça va être dans ce secteur de jeu. Très bien messieurs, écoutez, il y a eu quand même une interview, qui enfin pas une interview, des infos qui sont sorties sur RMC disant que De Zerbi n'avait pas dirigé certains épisodes, notamment celui de la vraie fausse mutinerie et que voilà, apparemment, il n'était pas assuré que c'était un futur inconditionnel. C'est la une de l'équipe, futur inconditionnel. C'est-à-dire que Roberto De Zerbi n'est pas forcément assuré à 100 de rester à l'Olympique de Marseille. Il veut revenir sur certains épisodes avant de penser à l'avenir. Est-ce que vous êtes inquiété? Est-ce que vous le voyez, partir? Samy, je te laisse commencer. Inquiété, non. Maintenant, je vais être honnête avec toi, j'ai regardé sa conférence de presse hier soir et j'ai regardé son intervention sur beIN Sport en zone mixte. C'est très très compliqué à comprendre, honnêtement, c'est très flou. On voit pas vraiment où il veut en venir. Je trouve que les déclarations de Benatia elles sont beaucoup plus limpides et explicites. Il a vraiment défendu le bilan comptable et sportif de son entraîneur. Côté de Zerbi, c'est beaucoup plus flou parce qu'il commence toutes ses phrases par dire qu'il est amoureux de l'OM et qu'il veut rester. Mais dans le même temps, il finit toutes ses phrases par pour l'instant et on verra. Donc c'est très très compliqué à comprendre. Et comme tu viens de le dire, avec la fameuse mutinerie, tu as l'impression qu'il reproche des choses à ses dirigeants. Mais là où habituellement les entraîneurs reprochent des choses par rapport au mercato, là j'ai vraiment l'impression que ça n'est pas lié au mercato et c'est peut-être un peu plus inquiétant. C'est un peu plus, je sais pas, il y a quelque chose de, je sais pas, il leur reproche des, peut-être d'avoir fait, je sais pas, honnêtement, je comprends pas là où il veut en venir Mmh. et je comprends pas pourquoi il conditionne ça à son envie de rester. Donc je sais pas s'il prépare quelque chose ou si il est juste dans un délire où il veut effectivement rester, mais il veut vraiment remettre les choses à plat. Mais c'est très 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 compliqué à lire les déclarations qu'il a faites hier soir. Ouais, moi ça m'inquiète un peu perso, Enzo, je sais pas toi, mais si c'est pas du mercato et que c'est autre chose et que c'est du relationnel, je sais pas, j'ai du mal à comprendre. Bah, en fait, finalement, ouais, ça peut paraître, surprenant
Parce que quand tu vois, la fête, hier soir, tout va bien, tout est rose, dans le meilleur des mondes. Tu te qualifies en terminant deuxième, la communion avec, les supporters et là, au final, tu as ces déclarations et en fait, c'est paradoxal parce que dans un sens, il clame en permanence son amour pour l'OM, comme quoi il veut disputer la Ligue des Champions avec ce club-là, qu'il est venu pour ça. Mais derrière, comme le dit Samy, tu as ces petites phrases un petit peu ambiguës où il te dit: «Pour l'instant» ou «Si je reste», il utilise beaucoup le conditionnel. Donc c'est vrai que c'est ouais, c'est difficile à comprendre et en fait, c'est j'ai envie de dire à l'image de l'homme, en fait, tout simplement. Après, à voir ce qui s'est passé en interne, mais auquel cas Roberto De Zerbi, ne poursuivrait pas avec l'Olympique de Marseille, ce serait un gros séisme, honnêtement. Parce que tu termines deuxième, tu as tout pour réussir, dans ce projet, tu te doutes de faire un mercato XXL, donc tu si jamais il est amené à partir, faut tout recommencer, recommencer un nouveau projet et cetera. Ce serait une catastrophe pour l'Olympique de Mmh. Marseille. C'est vrai Gros que désaveu. inquiet, non, parce que moi je pense que peut-être on surjoue la chose, mais tu peux avoir des interrogations, oui, effectivement. Bah, les gars, merci. On a bien, fait le tour, sur, la saison de Roberto De Zerbi. Va-t-il rester? Bah, on espère. Le bilan est bon. Tu es resté 2e la plupart du temps, lors de la saison. Donc, voilà, Exactement. on finit en Ligue des Champions. Il y a eu, des petits moments de faiblesse comme des gros moments. On a des bonnes photos, voilà, je vais retenir, les 2 matchs contre Lyon. Je vais retenir, les matchs où on met 5 buts, enfin voilà, 74 buts, Saint-Étienne, voilà, c'est quand même, c'était quand même une équipe plaisante à voir jouer et tout ça, c'est aussi grâce à Roberto De Zerbi. Samy, Enzo, merci beaucoup d'avoir été là, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas aussi à liker, comme je vous ai dit en début de vidéo, à aller voir, notre chaîne YouTube, notre, compte Instagram, TikTok ou même, Twitter. Les gars, salut, à bientôt, merci encore et allez, ouais.